On gérait pour la cérémonie d'ouverture toutes les caméras sans fil. Tous les voyants sont au rouge, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien qui marche. À ce moment-là, moi j'entends l'hélicoptère de Vladimir Poutine qui arrive. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Geoffroy, que vous allez nuire à l'image de l'olympisme? Je vivais une angoisse terrible et ça ne se voyait absolument pas. À tel point que la plupart des clients disaient « on adore tourner avec lui parce qu'on a l'impression que tout va bien avec lui tout le temps ». Et moi j'étais en train de mourir tout seul dans mon fort intérieur. Quel regard mes enfants vont porter à les moments où je suis en déplacement longtemps ou que j'ai la tête qui est prise parce que j'ai mes stress, je suis là mais je suis pas vraiment là. C'est pas une question de quantité. Pour moi, c'est vraiment une question de qualité et une question de vérité. Si un de tes enfants a besoin de toi, tu puisses être là. Et qu'il ait la certitude qu'il puisse compter sur toi. C'est que parfois, c'est beaucoup plus facile de suivre Laurent comme tout le monde, de ne pas avoir peur de faire différemment. Et souvent, c'était plutôt payant. C'est vrai que quand on est chef d'entreprise qui a 400 employés, on sait que quand on fait ces métiers-là, on se prend des pains, c'est comme un boxeur. Il faut savoir s'attendre à prendre des uppercuts. C'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais il ne faut pas tomber. Luc Geoffroy est une des personnalités les plus humbles que je connaisse. Si vous le rencontriez à un dîner, vous n'auriez aucune idée que cet homme est derrière des prestations comme les JO, le Tour de France, derrière une grande partie des studios de cinéma, de télé en Europe. Cet homme, il est technicien à la base de l'audiovisuel et puis avec ses associés Chantal et Jean-Pierre Barry, il a monté le plus gros groupe européen de prestations audiovisuelles. Un énorme groupe qui a pesé des centaines de millions. Ils sont partis de rien et en plusieurs dizaines d'années, ils ont bâti cet empire. Il a 68 ans, il est papa de 2 enfants et il vient nous partager son parcours fait de moments ultra intense, il nous raconte énormément d'anecdotes, il nous embarque dans les coulisses d'un événement comme les JO, comme le Tour de France, les enjeux techniques, les enjeux managériels qu'il y a aussi. Il va nous partager aussi ces tensions qu'il y a eu tout au long de son parcours avec une vie aussi intense avec la famille, l'impact que ça a eu sur la famille, sur sa santé. Il nous partage aussi une crise qu'il a traversée de faire un burn-out, alors qu'à l'époque, c'était pas du tout quelque chose de connu ou reconnu. Il nous partage aussi ses joies et alors qu'il est dans une nouvelle saison de sa vie, il nous partage ce qui le motive aujourd'hui, cette fondation Un Verre d'eau qu'il a montée pour aider lors de crises humanitaires. Luc Geoffroy est une des personnes qui m'a beaucoup inspiré. C'est un des actionnaires de ma première boîte. C'est un homme qui m'a beaucoup aidé par sa sagesse, sa douceur et sa bienveillance et je pense qu'il va vous faire beaucoup de bien. J'aime parler avec des personnes qui ont de l'expérience, qui ont du recul et qui ont cette capacité à transmettre leur savoir. On a un point commun avec Luc, c'est qu'on a tous les deux eu un papa pasteur protestant et cette interview est teintée aussi de cette expérience de vie, cette sagesse qui nous guide au quotidien. Alors Luc, l'exercice maintenant, c'est après 40 ans de l'autre côté des caméras. Maintenant, tu es de l'autre côté. Alors, tu as commencé tout en bas de l'échelle, en tant qu'ingénieur son dans une radio, il me semble. Hein. C'était quelle radio? RTL. Ensuite, après, une grande carrière pour atteindre, on va dire, les sommets, avec des projets incroyables, qui est un groupe leader européen. Tout à fait. Euromédia, c'est ça? Oui. Et tu as été à la tête technique dans la prestation vidéo d'événements comme les JO, des Coupes du Monde, Tour de France et bien d'autres. Et aujourd'hui, nouvelle phase de ta vie, l'humanitaire, avec cette ONG Un Verre d'eau. Alors j'aimerais te faire réagir à un proverbe, parce que tu es souvent plein de sagesse. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? C'est dans Luc 16, versets 10 à 12. Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque? Oh, plein de choses. C'est un verset qui m'a accompagné à titre personnel. Pour ma progression, pour ma vie, pour ma construction, quand j'étais enfant. Mais c'est un verset qui m'a aussi accompagné en tant que manager.
D'accord. C'est-à-dire que j'ai toujours poussé mes collaborateurs à être fidèles dans les petites choses. Parce que s'ils étaient fidèles dans les petites choses, il y a de très fortes chances que je leur en confie des plus grandes. Mais je l'avais vécu à titre personnel. Et c'est la fidélité dans les petites choses, c'est aussi une recherche d'excellence, l'air de rien. Parce qu'une petite chose, il faut qu'elle soit aussi bien faite qu'une grande. Donc, il y a une petite idée d'excellence. Et l'excellence, c'est quelque chose que Dieu aime. Et moi, je vais répondre par un autre verset qui m'anime beaucoup aussi et qui n'est pas loin de cette approche-là. Alors, je ne suis pas sûr du texte, mais ça se trouve dans Exode 31, je crois, verset 6. C'est au moment où Dieu demande à Moïse de construire le premier tabernacle. Et il dit, mais je ne sais pas comment je vais fabriquer ça. Et Dieu répond, il dit, voici, j'ai choisi 2 hommes, Betsalel et Oliab, 2 hommes agiles en qui j'ai mis mon esprit pour que ma volonté s'accomplisse. Donc je pense que Dieu cherche des hommes agiles, hommes et femmes bien évidemment, agiles, habiles, sachant que qu'est-ce qu'on peut revendiquer, hein, il suffit de faire un petit retour en arrière, on s'imagine à la sortie du ventre de sa maman, dans les mains de l'infirmière, tout sanguinolent. Qu'est-ce qu'on peut revendiquer? Qu'est-ce qu'on a choisi du capital intellectuel, des neurones, on ne choisit rien, de l'endroit où on est né, des parents qu'on a, etc. Donc, même cette agilité-là, que Dieu cherche, c'est aussi lui qui nous l'a donnée, quoi qu'il en soit. Mais s'ajoute à ça son esprit, et tout ça mis ensemble fait que, on peut accomplir sa volonté. C'est sûr qu'en plus, dans ton domaine à toi de la prestation vidéo, moi je le vois à petite échelle, les petites choses, elles peuvent avoir une importance incroyable. Hier, en préparant ce studio, les gars, ils ont passé 1h30 à trouver un câble, mais qui paralyse tout l'ensemble. Et donc, c'est vrai que d'autant plus dans ton domaine, la petite chose, elle est importante. Et comment tu faisais justement pour vérifier, pour tester, en gros, si on peut dire, parce qu'en tant que patron, on recrute, on gère des équipes, cette dimension, ce soin du détail. Est-ce que tu avais des petits exercices comme ça Pas vraiment. Au départ, j'ai fait comme tout le monde, j'ai appris. Je me suis trompé. J'ai consacré, ou en tout cas pris des précautions, prié pour que des choses se passent bien, etc. Et elles se passaient quand même pas bien. Et après, je me disais, c'est quoi l'histoire? Et puis la réponse, c'était, mais excuse-moi, mais est-ce que tu as tout bien fait? Est-ce que tu as tout vérifié? La fois dernière, j'ai pu te donner un coup de main. Cette fois-ci, il faudrait que tu apprennes. Donc, moi, ça m'a fait énormément de bien, d'une part, parce que ça m'a confirmé que je n'étais pas un pantin, que Dieu désirait m'utiliser, mais qu'il m'utilisait d'une manière telle que j'étais, avec moi, avec mes forces et mes failles et mes faiblesses, et aussi l'intelligence qu'il m'avait donnée. Et donc, ça m'a incité davantage à effectivement imaginer le pire. En fait, c'est ça mon truc. Ah oui. C'est que je suis pas pessimiste du tout. Tout ce qu'on me demande, ça m'ennuie énormément. C'est ce qui a fait une des forces commerciales de notre groupe, c'est que je disais jamais non. Ou en tout cas, j'essaie de ne jamais dire non, ou c'était absolument impossible. Mais donc, je suis pas pessimiste. On me dit, est-ce que tu peux me faire je ne sais pas quoi? Je dis, oui, je vais vous le faire. Mais j'imaginais le pire. J'imaginais tout ce qui n'allait pas marcher, tout ce qui pouvait ne pas marcher. Donc ça fait mal dormir, ça fait stresser, ça fait avoir mal au ventre. Mais effectivement, ça conduit à déjà... Quand un problème arrivait, la plupart du temps, je l'avais déjà vécu dans ma tête, où je savais qu'est-ce qui allait arriver, et j'y faisais face rapidement. Parce que un équipement qui tombe en panne, un câble qui est coupé par je ne sais pas quoi, ça fait partie du quotidien. Donc voilà. Donc, l'idée d'imaginer le pire et de voir dans le pire qu'est-ce qu'on fait intelligemment, il arrive qu'on ait à le faire quand le cas se passe. Donc, en fait, c'est un talent incroyable pour l'entreprise
Mais pour toi, personnellement, c'est un fardeau. C'est un cauchemar. Ah bah ouais. Et donc, comment tu as géré ça avec le temps? Est-ce que tu as fait la paix avec ça? Ou est-ce qu'à un moment, tu te dis, punaise, mais là, je me fais du mal? Comment tu l'as appréhendé? Parce que c'est comme ouais, c'est un talent cauchemar, quoi. Enfin, malédiction, quoi. Oui, tout à fait. Ben, pour être honnête, je ne l'ai pas très bien géré. Ok. J'avais un talent, entre guillemets, et c'est pas à moi à le dire, mais de comédien. C'est-à-dire que je vivais une angoisse terrible et ça ne se voyait absolument pas. À tel point que la plupart des clients disaient « On adore tourner avec Luc parce qu'on a l'impression que tout va bien avec lui tout le temps. » Et moi, j'étais en train de mourir tout seul dans mon fort intérieur. Donc, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on est. Alors, pourquoi je dis je l'ai payé un peu cher? Parce que j'ai eu un moment de burn-out, effectivement, où je n'ai pas réussi à gérer cette pression. Et je dirais, ça c'est un point important, pour moi en tout cas, puisque je me suis dit, c'est bizarre, je travaille pour Dieu, je considère que ce que je fais, c'est comme un service. Je suis un missionnaire, en gros, et puis je me retrouve à faire un burn-out. Et est-ce qu'il n'y a pas un truc qui ne va pas? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et j'ai vraiment commencé à réfléchir à ça. Et je continue à réfléchir à ça. Et c'est un de mes petits rêves d'un jour pouvoir éventuellement écrire quelque chose là-dessus. Parce que je vois plein de gens autour de moi qui vivent pas la même chose, mais des choses assez similaires. Et je pense que c'est un piège. C'est un piège qui est aussi, que pour l'instant, je considère comme un piège d'orgueil. Sans paraître orgueilleux. Je ne pense pas l'être. Mais j'ai un ego. Et le diable, notre ennemi, il s'en sert extrêmement adroitement. Et on sait bien que une demi-vérité, c'est un mensonge. Parce qu'une demi-vérité, la première partie de l'équation, c'est la vérité. L'autre partie de l'équation, ça ne peut être que le mensonge. Ben oui. À part égale. Et donc, plus par moins égale moins. Donc, l'ensemble d'une demi-vérité. Alors, la demi-vérité, c'est quoi? Pour moi, c'était Dieu t'a confié quelque chose, un ministère, un talent, etc. Donc, tu ne peux pas le négliger, tu dois l'utiliser et tu en es responsable. Et c'est cette responsabilité-là et ce stress-là de dire je ne peux pas, cette forme d'ego un peu déguisée, je ne peux pas ne pas honorer Dieu. J'avais peur. Donc, en fait, quand j'analyse la situation, 100% des opérations que j'ai faites, 100%, j'ai eu peur. Wow. C'est pas juste, c'est pas normal. Et là, c'est un piège. Je me suis fait avoir, c'est clair, et jusqu'au jour où, voilà, j'ai comme n'importe qui, j'ai craqué, je me suis retrouvé en difficulté physiquement, psychologiquement, et ça m'a pris plus d'un an pour essayer de me remettre debout. Surtout à une période où c'était pas très connu, j'imagine, le burn-out. Parce qu'aujourd'hui, on en fait, ça c'est un peu, je dirais pas démocratisé, mais c'est quand même un sujet. J'imagine, toi, à un moment, c'était perçu comment? Les gens, ils l'ont perçu comment? Alors, j'avais la chance de travailler avec des gens qui m'aimaient et que j'aimais et qui ont vu. Donc, qui un jour m'ont appelé dans le bureau en me disant demain, tu viens pas. Parce que d'autres personnes dans l'entreprise avaient vu aussi que je n'allais pas bien. Que les comportements changent, la capacité à résister aux impacts, elle devient de plus en plus faible, etc. Donc, on sait que quand on fait ces métiers-là, on se prend des pains, c'est comme un boxeur, hein, il faut savoir s'attendre à prendre des uppercuts. C'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du jeu, mais il ne faut pas tomber. Et donc, j'en prenais de moins en moins, ou je les assumais de moins en moins. Donc, effectivement, à un moment donné, mes amis m'ont dit, je dis mes amis, m'ont dit, écoute, voilà. Donc, j'ai pris, et effectivement, j'étais pas bien, je me sentais malheureux, je vivais mal, je dormais mal, j'étais, pour ma famille, j'étais vraiment pas cool, j'étais pas un papa ni un mari, c'est pas celui qu'on rêve, quoi. Donc, ça m'a permis d'en prendre conscience, le fait qu'on me dise, tu viens pas demain et on va te remplacer, et puis tu reviendras quand tu iras mieux. Et donc, j'ai vu des psys, je me suis fait traiter, je me suis fait soigner normalement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, aucun des médecins n'a parlé de burn-out.
Oui. On a cité ce mot-là. Oui. Vous C'était êtes quoi bien, vous êtes, C'était quoi? Dépression? Surmenage, dépression. Surmenage, Et puis vous faites un métier de fou, c'est pas normal. Ce que vous faites n'est pas normal. La manière dont vous le faites n'est pas normale. Trop intense. Trop intense. Un des médecins qui s'est occupé de moi, que j'ai trouvé vraiment génial, m'a dit, mais vous êtes fou. Il dit, même moi j'ai fait des urgences, on faisait des gardes de 72 heures, où on joue avec la vie, la mort des gens quand on est aux urgences, 72 heures. Mais il dit, au bout des 72 heures, j'étais épuisé, déchiré, cassé, je m'étais fait flipper, j'avais rattrapé des mecs, j'en avais perdu. Ouais. Enfin, voilà. Mais il y avait un autre gars qui arrivait, je lui filais mon persécuteur, qui dit, j'ai appelé ça mon persécuteur, c'est-à-dire son bip, son téléphone, à un gars qui allait me remplacer, et moi je partais 72 heures faire autre chose. Et là, je me faisais... Alors, faites ce que vous voulez, faites-vous du bien, du plaisir, pensez pas au boulot, pensez pas au stress, pensez pas aux responsabilités. Alors, c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, ou en tout cas qu'on a une position de co-chef d'entreprise avec d'autres personnes, qui a 400 employés, on se dit, bon, il ne faut pas faire de conneries, parce que, voilà, on porte aussi, et c'est aussi un mensonge, d'une certaine manière, du même dont celui que je parlais précédemment, de dire, tu es responsable de 400 familles. C'est vrai, mais pas que. Ils sont aussi responsables d'eux. Et puis, après, on fait une bêtise, ou on fait un truc mal, ou on rate quelque chose. On peut perdre un client, on peut perdre une affaire, et ça peut avoir un véritable impact financier. Si on perd le contrat des JO ou des choses comme ça, c'est en dizaines de millions de chiffres d'affaires par an. Ça a véritablement un impact. Et voilà, donc... C'est vrai que dans l'exemple que tu donnes, ce qui est difficile quand on fait partie des dirigeants, en gros, c'est qu'il n'y a personne à qui on peut filer le persécuteur pour prendre l'exemple, dire « Ok, allez, cette semaine-là, moi, je vais... Surtout, toi, dans ton poste, qui est vraiment très technique. En fait, j'imagine que tu faisais partie de ceux qui avaient la plus fine expérience. Et donc, il n'y avait personne, plus ou moins, pour te remplacer. Tout à fait. Donc, et comment, dans cette période-là, si on essaye de décortiquer pour des personnes qui se retrouveraient dans cette situation-là, dans les mois avant, est-ce qu'il y avait... Toi-même, dans ton discours intérieur, il se passait quoi? Tu sentais que ça allait pas? Ou tu dis non, allez, sois plus fort, t'as juste besoin de dormir un petit coup, mais qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi? Eh bien, oui, paradoxalement, c'est vraiment tout près du moment de sortir du jeu, entre guillemets, pour me restaurer réellement. Il y a vraiment que tout près que j'ai pris mesure et conscience de cette situation. En fait, on se sent... pas invincible, parce que ça serait prétentieux de dire ça, mais on ne mesure pas ses failles, on ne mesure pas ses faiblesses, on ne mesure pas l'usure qui s'installe tranquillement et l'usure des pièces qui font qu'à un moment donné, si le roulement grippe, il va gripper. Mais tant qu'il tourne, on ne s'en rend pas compte. Enfin, moi, personnellement, je ne m'en rendais pas compte et je me croyais... je me pensais solide. Alors, pas fort, ou encore une fois, c'est sans prétention du tout, mais... je ne me regardais pas, je ne me préoccupais pas de moi non plus. Parce que les projets, il fallait les faire avancer, les clients, il fallait les servir, les émissions, il fallait qu'elles marchent, les employés, il fallait qu'ils bossent, il fallait qu'on ait de l'argent pour les payer, enfin voilà. Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu... ça aveugle. Dans cette situation, je n'ai pas réussi à m'auto-analyser ou à prendre du temps pour voir comment j'allais et si j'allais bien. Je pensais que j'allais bien. Je n'ai jamais pensé que j'allais mal jusqu'au moment où j'allais mal. Ah ouais. Et comment tu vivais vis-à-vis de la famille? Parce que j'imagine que, en plus de ça, le métier de la prestation audiovisuelle comme ça, c'est beaucoup les week-ends. J'imagine les soirs, les grands événements, les soirs et tout ça. Comment ça se passait à la maison? Pas forcément simplement, mais je pense que la vie de famille et l'amour et la manière dont on essaye d'aimer ceux qu'on entoure, ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est vraiment une question de qualité. Donc, effectivement, j'ai toujours pris énormément de soin quand j'étais à la maison, quand j'étais avec mon épouse, mes enfants, à être le plus qualitatif possible pour eux. Alors, ça ne marchait pas tout le temps parce qu'il y a des phases de stress où je n'arrivais pas à être détendu parce que mon téléphone sonnait sans arrêt. Le camion est arrivé à Mulhouse, il ne se déploie pas, on est en panne, le client va arriver.
C'est pour Canal, qu'est-ce qu'on fait? C'est un gros match. Enfin bon. Donc, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Petite anecdote, à l'époque où j'avais un Nokia, il y avait des petites housses où on les mettait à la ceinture. Ouais. Donc, comme je travaille dans l'audiovisuel, il est toujours en vibreur parce qu'il ne faut pas qu'on fasse de bruit sur un plateau. Donc, il vibrait. Encore aujourd'hui, il m'arrive de sentir vibrer le téléphone et ça me déclenche un stress de folie parce que mon téléphone, je hais le téléphone aujourd'hui parce qu'il n'a jamais sonné pour un truc cool. Il a toujours sonné parce qu'on est en galère. J'ai appelé tout le monde, ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, c'est d'appeler tout le monde, je kiffe, je vais appeler moi. Donc voilà, c'était un petit peu la confrontation Alors bien évidemment, on reste vivant dans ces métiers-là en prévoyant des plans B. Ça, c'est un truc qu'il faut apprendre aussi. Ça répond à ta toute première question, une des premières questions, dire comment tu fais pour, dans le détail, être là, prévoir des plans B. On ne peut pas partir sans plan B et l'avoir testé. C'est pas que de l'avoir en tête, mais il faut essayer le plan B parce que ça arrive souvent qu'on ait besoin de s'en servir. Donc oui, dans la famille, l'idée c'est que il faut réellement aimer. C'est pas que des mots. Et il faut que les autres soient partie de toi et soient aussi, voire plus importants que toi dans ton dispositif. Maintenant, tes enfants, ils sont grands. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en reparler avec eux de ces moments-là de forte intensité où eux ont pu te partager comment eux le vivaient et puis maintenant avec leur regard d'adulte parce que moi, c'est un gros sujet où je me dis quel regard mes enfants vont porter dans les moments où je suis en déplacement longtemps ou que j'ai la tête qui est prise parce que j'ai mes stress, je suis là mais je suis pas vraiment là. Je me demande, moi j'ai un papa, il était omnubilé par cette question de la présence. Donc il m'a transmis ça, lui en étant très présent, mais moi en fait, à la différence de lui, j'ai des trucs qui me passionnent et du coup je suis attiré plutôt à l'extérieur de la famille plutôt qu'à l'intérieur. Donc je veux bien avoir ton recul, quoi. Je reviens à ce que je disais, c'est pas une question de quantité. Pour moi, c'est vraiment une question de qualité et une question de vérité. D'accord. Si tu es vrai, il faut effectivement que si un de tes enfants a besoin de toi, tu puisses être là. D'accord. Alors peut-être au téléphone, peut-être pas en physique, peut-être pas en vrai, mais il faut qu'il sache et qu'il ait la certitude qu'il puisse compter sur toi, de quelque manière que ce soit. Moi, je me souviens avoir vécu des trucs extrêmement difficiles où on était en train de construire un car pour Roland-Garros. Il n'était pas terminé, on avait eu des problèmes et ma fille a eu des problèmes de santé graves, elle est partie à l'hôpital. Elle a été hospitalisée. Donc, le car en fabrication, il était en câblage parce que bon, mais des kilomètres de câbles dans un car vidéo et des choses, on n'imagine pas ce que c'est. Le camion, il était en région parisienne et je me souviens d'aller la voir à l'hôpital la nuit. Je quittais l'atelier de câblage à 1h du matin. Je faisais 50, 60, 100 bornes pour aller à l'hôpital. Rester quelques heures assis à côté d'elle dans sa chambre. Elle dormait. Mais j'étais là. Et puis retourner, gérer les problèmes et finir parce qu'il fallait que le camion soit... Roland-Garros, on ne va pas bouger la date des premiers matchs parce que, ni des suivants d'ailleurs, sauf s'il pleut. Ça, c'est le problème de Roland-Garros quand il pleut. Mais oui. Et mais ça m'a coûté énormément de fatigue et c'était hyper compliqué. Mais ça ne m'a rien coûté. J'avais l'impression que j'étais là pour elle au moment où c'était possible. Alors, il ne faut pas le recommencer, il ne faut pas le faire. Ça ne doit pas être une méthode. Mais voilà. Et elle, avec le recul, est-ce qu'elle t'en a parlé de comment elle avait vécu cette période-là? Oui. Et franchement, ça c'est extrêmement rassurant, c'est une chance. J'ai eu l'opportunité de parler avec mes enfants, les deux, parce que j'ai 2 enfants, une fille et un garçon, et de leur dire j'ai quand même foutu le bazar dans votre vie, c'était pas simple quand même. Et il me regarde, il dit qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. T'es un papa génial. Et je suis convaincu que tes enfants te le diront, parce que je te connais aussi un petit peu, et je sais que tu as de l'intégrité dans ce que tu es. C'est important, c'est l'idée d'intégrité dans ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on ne ment jamais
de l'amour, on ne demande jamais de la présence. Oh, voilà, tu as besoin de moi, je suis ton papa, je suis là. Même chose avec le conjoint, hein, je suis là. Et c'est pas forcément physique, c'est pas forcément... Mais il faut que ce soit intègre, il faut que l'autre ne se pose même pas la question de dire si j'appelle papa, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il ne se passera rien parce que tu es prioritaire. J'ai toujours fait ça. On interdisait les coups de fil dans les réunions, etc. Sauf, et je l'autorisais pour mes employés ou collaborateurs, je dis si c'est votre épouse ou votre enfant qui appelle, vous décrochez. J'ai aucun problème avec ça. Parce que moi, si c'est un des deux qui le fait, si c'est un de mes 2 enfants ou mon épouse qui appelle, je décrocherai. Donc voilà, parce que après, ça prend 3 secondes, parce que ça ne valait pas la peine. Il y a peut-être un truc un peu négatif qui reste de ça, surtout chez ma fille. Chaque fois qu'elle m'appelle, elle me demande si elle me dérange. C'est les premiers mots de son coup de téléphone. Allô papa, est-ce que je te dérange ? Je dis non, plus maintenant. Mais voilà. Mais n'empêche que voilà, j'étais là et quand elle a cherché, quand elle a eu besoin, ces nuits où je restais avec elle, et elle ouvrait les yeux. Et puis j'avais ma main qui tenait la sienne. Et puis voilà, c'est silencieux, c'est sans mots, c'est juste la vérité. Wow. En tout cas, ça me fait beaucoup de bien ce que tu dis. Parce que tu vois, moi, j'avais entendu une histoire qui m'avait fait un peu froid dans le dos. Et à l'inverse de ce que l'histoire que tu racontes, de justement un papa entrepreneur qui est amené à voyager et tout ça, et qui à un moment est à l'autre bout du monde. Et sa fille traverse un peu une crise. Je crois qu'il y a un de ses amis qui se suicide, donc quelque chose de difficile. Et donc, voilà, elle vit ce truc-là. Lui, il est à l'autre bout. Il n'arrive pas à être disponible. Ou peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il ne prend pas conscience de l'importance du truc. Des années passent et il s'avère que le papa essaye de recoller les morceaux et de passer du temps et tout ça. Et ils passent un temps ensemble sur un week-end. Et moi, je discute avec la fille après. Parce que c'était quelqu'un que je connaissais. Je dis, ah, c'est super, comment ça s'est passé, c'est génial, qui t'a emmené, vous avez passé du temps ensemble. Et je dis, ouais. Je dis, ah bon, comment ça, ouais. Enfin, c'est génial, ton père, il prend du temps. Ouais, mais bon, tu sais, je sens qu'il veut recoller les morceaux, mais il n'a pas été là. Alors bon, et en fait, déjà, ça m'a fait froid dans le dos. Je dis, ah bon, mais pourquoi ? Et en fait, elle disait, cette fois-là où il n'a pas été là, ça a brisé un truc en moi. Alors, elle le verbalisait. Et j'avoue que moi, ça m'a liquéfié, cette histoire. Et alors, je ne connais pas les détails de leur histoire, je ne sais pas, mais je pense que j'ai fait une projection en me disant, oh, le niveau de pression. C'est-à-dire qu'en gros, si je rate un moment, peut-être 10 ans après, mais en fait, je pense que c'est de la peur, parce que je ne connais pas l'histoire, s'il faut lui, il avait ses problèmes à lui. Mais ça me fait du bien d'entendre ton histoire, parce que de me dire, en fait, en tout cas pour ma part, moi j'ai l'impression que cette peur, en fait, la peur est jamais une bonne source de motivation dans la relation. Et du coup, j'ai plus envie d'avoir cette peur. J'ai envie d'être moi-même, en vérité avec eux, et pas passer à côté non plus de ce que j'ai envie de faire. Parce que tu vois, moi, à l'inverse, j'ai mon papa que j'aime tout plein. Lui, à un moment, il a un choix de carrière. On pouvait partir au Canada, mais il l'a pas fait parce qu'il se disait ça va pas être bien pour mes enfants. Et on est allé à Strasbourg. Et je l'ai entendu souvent après, en disant vous savez, j'ai quand même mis ma carrière. J'avais cette opportunité qui était géniale pour moi, mais j'ai pris Strasbourg pour vous. Et moi, en tant qu'enfant, je me suis senti coupable. Ouais. Mon papa a mis à côté sa carrière, en gros pour moi, mais moi j'y peux rien, enfin j'en sais rien, j'ai rien demandé, tu vois. Absolument. Et donc du coup, c'est vraiment cet équilibre, comme dit Chantal, hein, les deux, mon capitaine un peu, hein, c'est de réussir à être entre les deux, c'est vraiment une difficulté. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes étapes de cette aventure Euromédia ? Parce que là, on a eu des brives, mais je veux bien entendre l'histoire. Je vais juste rajouter un tout petit truc par rapport à ce que tu as dit. Il ne faut pas se mettre la pression. Je me la suis mis un petit peu par rapport à ma famille. Je me la suis mis beaucoup par rapport à mon boulot, ce qui était une erreur, une erreur. Après, il faut qu'on fasse les choses bien aussi. On n'a pas, encore une fois, l'excellence, c'est quelque chose de bien, et le soin du détail,
et bien aussi. Donc, il faut être fidèle dans les petites choses si on veut en avoir des grandes. Alors, on n'est pas obligé d'en vouloir des grandes, mais après, on ne se choisit pas non plus. Mais par rapport aux enfants, cette pression-là, et tu l'as dit, je pense que le mot essentiel de cette histoire, c'est vérité. L'amour en vérité. Si tu aimes tes enfants en vérité, forcément qu'ils vont le sentir. Tu n'as même pas besoin d'être intelligent, ils vont le sentir. Parce que la vérité est quelque chose qui transparaît. Et c'est tellement évident quand tu... Voilà. Et que dans le regard, alors ils le font plus maintenant parce qu'ils sont grands, mais quand ton petit vient près de toi faire un câlin, et que ce câlin, tu le prends par le cou, tu fais un bisou sur le front, etc. Tu sens que ça déclenche quelque chose de fort. C'est pas que le bisou, même si c'est bien de le faire, mais parce qu'il est empreint de vérité. Et ça dépose de la paix, Et donc, effectivement, moi, je n'ai pratiquement... je n'ai jamais, changé mon plan de carrière, entre parenthèses, pour mes enfants ou pour ma famille. Je les ai toujours inclus dans ce plan de carrière et inclus dans l'amour que j'avais pour eux. Et voilà, ça c'est juste pour rajouter un petit peu merci pour cet ajout. De toute façon, je pense qu'on va revenir faire des allers-retours. Moi, donc, dans cette idée de parcours, ce qui m'intéresse aussi, parce que ce qui est magnifique dans ton histoire, c'est vraiment cette fidélité dans les petites choses. Et si on est croyant, ce qu'on est tous les deux, on croit qu'il y a une forme de... il y a un secret là-dedans, dans la fidélité. Tout à fait. On est fidèle dans les petites choses, du coup, on est remarqué pour la petite chose, donc on nous en confie une plus grande. Et je trouve que ton histoire est un magnifique témoignage. Et moi, là où je trouve très inspirant, et j'aimerais que ce soit aussi un message pour des plus jeunes, c'est que souvent, je vois des plus jeunes qui veulent tout de suite attaquer tout là-haut, alors qu'en fait, en réalité, la construction, elle commence tout en bas. À ma petite échelle, ça me fait toujours un petit gloops quand je vois des gens qui sortent d'école et qui me demandent 500 € la journée, 600 € la journée. Moi, je me souviens des premières journées, mes premiers contrats, c'était 15 €. Je faisais une carte de visite pour un DJ de mariage, un flyer pour un kebab à 20 €. Et j'en mangeais beaucoup, j'enchaînais. Et en fait, cette construction dans les petites choses, donc je veux bien que tu nous racontes cette histoire avec ce fil conducteur de cette fidélité. Absolument. Mais comme tu le dis, on a certaines valeurs, ou on transporte certaines valeurs. En ce qui me concerne, qui sont des moteurs, et sans court-circuiter l'histoire, je pense que souvent, dans un voyage, c'est souvent le voyage qui est plus important, plus intéressant, plus enrichissant que la destination du voyage. Parce qu'on se construit pendant ce voyage, et voilà. Donc, j'imagine que ça doit être génial d'être debout au sommet de l'Everest. Donc oui, la destination est intéressante, mais il a fallu monter jusqu'au bout, et ça a pris 10 jours. Et c'est un vrai challenge. Donc, voilà. Moi, comme tu l'as évoqué, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient missionnaires. Je suis né en Afrique. Enfin, j'ai vécu en Afrique très longtemps. Je courais en brousse à pieds nus, et je tirais à l'arc. Et voilà. Au Tchad, c'est ça, hein. Au République centrafricaine. Ah oui. Une vie de rêve pour un petit garçon. Donc, voilà. J'ai eu la chance d'avoir des parents parfaitement équilibrés et qui, au-delà de leur engagement chrétien, avaient aussi un engagement familial, et eux aussi, c'est eux qui ont commencé à semer en moi cette histoire de vérité dans l'amour, parce qu'ils l'ont eu tous les jours. Donc voilà, à un moment donné, arrivé au bac, mes parents m'ont dit: il faut que tu rentres en Europe parce que tu vas changer de couleur. Je n'ai absolument rien. Bien au contraire, la moitié de mon cœur et de mon corps est africain aujourd'hui. Donc, j'y vais souvent, encore aujourd'hui, pour des projets. Mais donc, j'ai un peu dérivé. Donc là, tu passes le bac, tu reviens en France, tu deviens ingénieur, c'est ça ? C'est ça. Donc, je fais des études pour devenir ingénieur
des études de mécanique, physique, etc., électronique surtout. Et à un moment donné, je sais qu'il y a un chemin pour moi, mais je ne le connais pas. Et à la sortie de mon diplôme d'études supérieures, etc., avant d'attaquer l'UNIF, c'est un peu stupide comme histoire. J'étais assis au bord de la piscine avec un ami. Et il me demande qu'est-ce que tu fais l'année prochaine à la rentrée. Oh, je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé. Et il me dit, moi, je vais dans une école qui s'appelle l'IAD à Bruxelles pour être ingénieur du son. Et à ce moment-là, il y a un déclic qui se passe dans ma tête et instantanément, j'ai une sensation extrêmement forte de me dire, tu as envie de servir à quelque chose, tu vas servir dans les médias. Donc, je décide de faire la même chose que lui, et pas exactement, mais donc des études d'audiovisuel. Et donc, je vais, pendant 3-4 ans, travailler à essayer de construire un savoir-faire. L'idée est déjà, et je pense que c'est mes parents qui avaient semé ça, c'est dire, tu veux servir à quelque chose, fabrique-toi d'abord. Et quand tu es fabriqué, quand tu as en tout cas appris tout ce qu'on peut t'apprendre, et tu ne sauras rien, c'est là que tu vas commencer à apprendre dans la vraie vie, mais n'empêche que tu auras fait tout ce qui était en ton pouvoir pour essayer de t'équiper au mieux avant de commencer. Pas partir la fleur au fusil avec des balles en caoutchouc. C'est toujours un peu dangereux. À ce moment-là, je rencontre un autre ami, Jean-Pierre, qui, en fait, on est amis parce que nos parents se connaissaient. Okay. C'est tout simple. Et donc, qui me dit, moi, je suis dans le sud de la France, j'essaie de construire un studio, je voudrais travailler dans l'audiovisuel pour me rendre utile. Oh, il dit ça alors. C'est étonnant, tu veux que je te dise ce que moi j'ai fait? Il me dit, mais c'est fou. Bon. Et donc, lui avait fait une liste des choses qui seraient utiles pour lui dans son projet de vie, dans son projet d'être utile, dans son projet de servir. Et il y avait un truc responsable technique. Il me dit, mais je barre. J'ai trouvé. Et vous avez quel âge à ce moment-là? Moi, je dois avoir 22, 23. Et lui, il a 9 ans de plus que moi. Ok, la trentaine. La trentaine. Et donc, mais bon, c'est tout. On se dit, un jour, sûrement, on fera des trucs ensemble parce que c'est génial. Et donc, je vais commencer à travailler à RTL, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et je me retrouve à travailler en Belgique, RTL TVI, et je fais le JT, plein de trucs, etc. Et puis, un jour, mon téléphone sonne. C'est pas un portable, parce qu'on est bien loin de l'ère du portable. Le fixe. Le téléphone fixe avec les trous dans l'anneau. Et il me dit, si tu es toujours OK, j'ai le budget pour démarrer une boîte. Waouh. Voilà, j'habite à Melun, tu viens, et puis on va s'arranger. Là, c'était une bonne nouvelle, le téléphone. Le téléphone, c'est probablement une des seules... Non, il y en a deux. J'exagère. Mais donc... à ce moment-là, moi, je suis en difficulté personnelle, de couple. Ouais. C'est un peu le bazar. Forcément, quand on travaille au JT, je n'étais jamais chez moi. Hein. Là, c'était pire que... Ah bon? Voilà. Donc, on est sur tout ce qui est chaud dans le monde. Je partais d'un soir à un matin. Parfois, j'étais au bureau et je partais à New York ou à Chicago ou je ne sais où, sans avoir pu repasser à la maison. J'avais toujours un petit sac et tout le bazar. Et donc... mon épouse, à ce moment-là, elle a dit, bon, c'est pas exactement la vie que je rêvais. Wow. Donc, ça explose. Ça explose. C'est terrible pour moi parce que j'avais énormément capitalisé là-dedans. Et c'est là qu'on peut introduire et c'est là que... C'est pas là que ça commence, mais c'est déjà un des premiers points qui est vraiment important. La fidélité. La fidélité, pour moi, est quelque chose d'essentiel. La fidélité dans des idées, la fidélité dans des amitiés, la fidélité en amour. La fidélité au projet, la fidélité à des valeurs. Il y a énormément de fidélité. Donc, c'est sûr que j'ai toujours eu envie d'être fidèle, que ça soit dans les petites choses ou les plus grandes, si elles arrivaient. Donc là, c'est raté. Je me retrouve un petit peu grosjean comme devant, comme on dit, et désespéré. Et à ce moment-là, ce coup de fil arrive. Je dis, tu sais, il n'y a plus rien qui me retient à Bruxelles. J'arrive.
Et donc, on commence à travailler et à essayer de faire avancer les choses ensemble. Et puis, les choses marchent plutôt pas trop mal. Mais c'est tout petit. Et on se dit, on était associatif à l'époque, hein, et c'est très compliqué de faire de voir un travail d'entrepreneur en association. C'est-à-dire que tu peux pas avoir d'emprunt, tu peux avoir de leasing pour acheter. On avait besoin de caméras, de trucs, de machin. Donc on se dit, on va monter une société. Donc on monte une société à trois, hein, son épouse, lui et moi, avec 20 000 francs français, ce qui fait à peu près 3 000 euros aujourd'hui. Donc 1 000 euros chacun. Voilà, ça c'est en 1983. Et effectivement, ce chemin va se consolider, se solidifier. On va travailler de mieux en mieux, de plus en plus. Ça va prendre une trentaine d'années quand même avant qu'on devienne des prestataires reconnus en France. Et les 10 dernières années qui vont suivre, on va attraper une taille européenne. Donc, cette société qu'on démarre entre amis, avec des idées quand même, des idées de transporter des valeurs. Des valeurs d'intégrité, de vérité, de choses essentielles, d'amour, de ce que nous on appelle dans notre jargon les valeurs du royaume, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et là, il y a vraiment beaucoup à dire parce que ça déclenche tout et ça change tout dans une vie professionnelle ou une vie affective. Et donc, voilà, on essaie de mettre ces valeurs-là en place, mais c'est vrai que c'est très difficile de les conserver. Et c'est un véritable exercice, un exercice super intéressant d'essayer d'être fidèle dans ces valeurs, ces valeurs-là. Ce serait quoi dans ce cheminement-là, tu as résumé rapidement 40 ans de carrière, les moments qui ont été les plus, pour toi, les plus transformatifs, tu vois, les passages de cap où là tu t'es dit, waouh, là je suis obligé vraiment d'évoluer, de progresser, qui t'ont, en anglais on dit stretché, étiré. Je ne saurais pas dire. Je n'ai pas de point spécial. Mon engagement, la manière dont je faisais les choses, c'est ce désir de fidélité, dans l'efficacité, dans mon stretché en permanence. Ah oui. Donc, des gens m'ont dit à un moment donné, par exemple, à un moment du parcours, c'était en 2000, enfin 99, 2000, les choses vont vraiment de mieux en mieux. On rachète la SFP, Société Française de Production, et l'ancien directeur technique vient me voir et il me dit maintenant, tu sais que tu es le directeur technique d'une des plus grosses boîtes d'Europe. Donc, il faut que tu t'en prennes compte, tu en tiennes compte et que tu... Voilà. Et la personne, alors ça c'est amusant, la personne que je remplaçais, que j'allais remplacer dans la nouvelle structure, hein, parce que les gens, la SFP à cette époque-là avait essayé de créer une reprise par les employés. Et donc, les directeurs en place travaillaient à ça, mais ils n'ont pas réussi, je ne sais pas pourquoi. Et donc, le directeur que j'ai remplacé, qui était le directeur d'exploitation, qui était un gars qui avait mine et ENA, je crois. Ok. Enfin, une vraie grosse tête, au sens... et j'arrive, je prends son bureau. C'est assez bizarre, ça. Par contre, oui, c'est vrai, c'est surprenant. Lui, il s'en va. Moi, je me mets à sa place dans son bureau, mécaniquement, parce que ça se passe un matin, quoi. Et il me dit, mon pauvre ami, vous n'y arriverez jamais. Vous n'avez pas le niveau. Bon. Toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Je sais pas. Ça ne te met pas plus de pression? Non. Ok. Pas du tout. Parce que je savais déjà que cette fidélité, cet engagement pouvait changer les choses. Et ce soir, le même jour, je vais commencer à prendre contact avec les gens. C'est vrai que c'est un exercice un peu compliqué d'aller dans une boîte où tu es l'intrus. Enfin, on nous l'a dit, vous n'êtes pas les bienvenus. Donc, ok. Et je vais voir le responsable du personnel opérationnel. Il n'est pas là. Et je tombe sur son assistante. Et je vois que sur la porte, qu'elle s'appelle... je ne me souviens plus de ce prénom. Enfin bref, peu importe.
Je frappe à la porte, déjà. Elle dit entrer, j'entre. Et un gros sourire, bonjour. Je lui dis comment vous allez. Est-ce que je voudrais voir Jean-Michel, il s'appelait Jean-Michel le gars. Est-ce que, comment vous allez? Est-ce que, voilà, je suis bêtement normal avec elle, comme on l'est tous les jours, quoi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle faisait partie du CE, du comité d'entreprise. Il y avait un CE le soir même, et auquel je n'étais pas là, mais c'est Jean-Pierre qui me l'a raconté, parce qu'il y était, et où elle dit, je veux qu'on note quelque chose dans les minutes de la réunion. Aujourd'hui, ça fait 23 ans que je travaille à la SFP, c'est la première fois qu'un directeur d'exploitation frappe à la porte, me dit bonjour et me demande comment je vais. Et là, je me suis dit, t'es bon, gars, t'as tout ce qu'il faut. Incroyable. Voilà. Après, effectivement, il y avait des compétences techniques. Le fait d'avoir commencé tout en bas de l'échelle, d'avoir fait tous les métiers, d'avoir réparé toutes les pannes, d'avoir fabriqué les câbles, d'avoir soudé, d'avoir... Effectivement, quand j'arrive là-bas et que je vois des gars qui ont un problème, je dis « Attends, je vais t'aider. » Il me dit « Mais non, monsieur le directeur, vous pouvez pas, vous allez vous salir. » Costard, cravate, ça fait bizarre, mais n'empêche que le fait de pouvoir être efficace à ce moment-là, et je dis ça sans prétention, parce que c'est un chemin, et heureusement que j'ai fait ce chemin, sinon je ne saurais pas ce que je sais. Et donc, effectivement, très rapidement, en fait, simplement par la simplicité, le respect des gens, aimer son prochain comme soi-même, ça commence là aussi, et d'essayer de l'appliquer. Alors, c'est pas miraculeux, parce que, bien évidemment, on n'est pas chez les bisounours. Et il y a quand même une bande, il y avait 3 syndicats violents dans cette boîte, et il y en a qui me cherchaient des noises, forcément. Mais l'intégrité dans cette relation, et on revient toujours sur la même chose, la vérité, c'est à peu près incontestable. Au bout d'un moment, même les plus durs, ils craquent, ils se disent « Mais c'est qui ce mec ?» Oui, parce que tu es sincère, ils voient que tu n'as pas de mauvaises intentions, voilà. Tu es là au service. Tout simplement. Donc à un moment, la confiance se crée. Dans le management, cette mise à disposition, cette idée d'être là pour les autres, d'essayer de ne pas avoir d'ego, on en a tous, mais de dire, quand je suis arrivé là-bas, les premières réunions que j'ai eues avec tous les subalternes, entre guillemets, ou tous les directeurs de service, etc., j'ai dit, moi, je veux être challengé. Si vous n'êtes pas d'accord avec une idée, vous me le dites. Parce que qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir une bonne idée. C'est que l'idée soit bonne. C'est pas la propriété de l'idée n'est absolument pas importante, que ce soit la mienne ou la vôtre. On s'en fout du moment qu'elle est bonne et qu'elle fonctionne. Donc, et en plus, si c'est la vôtre, on le dira, parce que il faut aussi honorer les gens qui ont des bonnes idées et qui... Donc ça, déjà, c'est tout simple de faire avancer un projet en disant... À la limite, j'avais même pas besoin de mes bonnes idées, il y en avait plein, simplement parce que je dis, moi, vos idées m'intéressent. Il n'y a que ça. Moi, je m'en fous d'être monsieur le directeur. Alors, oui, dans un autobus, il y a 62 personnes, si c'est un bus standard. Peut-être que même tout le monde a le permis dans le bus, mais il n'y en a qu'un qui tient le volant. Je suis celui-là, je suis désolé pour vous, je tiens le volant, mais je ne suis rien d'autre de différent que chacun d'entre vous. Sauf qu'il y a une fonction, mais cette fonction ne change rien à l'humanité, à la nature, et à ce que je veux être. Et après, bien sûr qu'à certains moments, je prendrai des décisions que vous n'auriez pas envie, ou que parce que voilà, on tient plus d'informations, on a une petite idée derrière la tête, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, cette espèce de sincérité simple et de capitaliser aussi sur les autres, et aussi pas que capitaliser sur les autres, capitaliser sur l'idée de les faire grandir. Ils finissent par s'en rendre compte aussi. Et des gens, moi j'ai un gars qui était coursier, qui est devenu patron de la logistique, qui m'appelle, il est à la retraite, il m'appelle encore tous les ans, et il me dit, mais tu es le sauveur de ma famille. Wow. Je dis non, je suis rien du tout, c'est toi qui es bon. Il me dit, mais t'as vu que j'étais coursier, et t'as vu que je m'organisais bien, et un jour t'es venu me voir en disant, est-ce que tu t'essayerais pas ça? Il dit, voilà. Donc... C'était un moteur pour toi. C'est un moteur pour moi. Les autres sont un moteur pour moi. Et comment ça s'est passé la première fois que tu as dû gérer un événement, par exemple les JO? Tu as plein d'anecdotes dans ce genre-là, mais tu parlais des JO de Kochi, c'est ça? Sochi en Russie. Ça, c'était la première fois que tu faisais les JO ou tu avais déjà fait avant? Non, j'avais déjà fait avant. On a commencé à travailler sur les JO à Athènes.
D'accord. Donc la première fois, comment... Parce que ça, c'est... Là, d'un coup, c'est mondial. Oui. La tension, elle est énorme. Tu te rates, il y a un câble de Walfé, là. Et le monde entier, il va pas voir la diffusion. Oui, tout à fait, tout à fait. Comment ça se passe, une préparation comme ça? Bon, il y a au moins 6 mois de préparation facile, beaucoup de papiers, beaucoup de dossiers pour savoir où est chaque équipement, combien de câbles il y a par équipement, est-ce qu'ils sont là tous, les deux extrémités, c'est quoi comme type de connecteur. Enfin, il y a des milliers de feuilles, on fait des dossiers de folie parce qu'il faut tout maîtriser. On est obligé de tout maîtriser. Si on ne maîtrise pas, l'expression « le diable se cache dans les détails », elle est vraiment vraie. Donc, on peut se retrouver... Bon, donc, effectivement, ça met une pression énorme. J'ai eu des moments très difficiles. Voilà, parce que parfois, on peut avoir des concurrents qui ne sont pas contents qu'on soit là, qui fassent des choses volontairement négatives pour empêcher des choses de se faire, etc. Et pour la petite histoire, à Athènes, qui étaient les premiers JO sur lesquels j'ai participé, il y avait une compagnie, je ne vais pas dire le pays, étrangère qui fournissait les hélicoptères, mais qui ne fournissait pas les équipements HF. C'était pour les courses de vélo, les marathons, le triathlon, toutes ces choses-là, où il y a besoin de relais aériens. Et donc, ils ne voulaient pas que ce soit nous, ça ne les arrangeait pas. Ils avaient des amis qui étaient soi-disant plus performants que nous, ou en tout cas... Et donc, je ne m'en suis absolument pas rendu compte, parce que ça aussi, malheureusement, c'est peut-être ma nature. Le gars, il était cool, il était sympa, mais il voulait ma mort. Mais je n'ai pas vu qu'il voulait ma mort. Je ne m'en suis pas rendu compte. Et il a monté des cabales infernales pour, la veille de la cérémonie d'ouverture, dire on ne monte pas vos équipements dans nos hélicoptères parce que vous n'avez pas la certification. Ah oui. Et c'était faux. On avait la certification. Alors, c'était à moitié faux, c'est-à-dire qu'on avait la certification par rapport au type d'hélicoptère, extrêmement précis. C'était la bonne machine, la bonne certification. Mais ce n'était pas la même immatriculation. Donc, il dit, non, moi, je ne prends pas cette responsabilité, il n'y aura pas d'hélico. Donc, c'est dans la journée. Le soir, je suis convoqué au CIO. Je me retrouve devant une quinzaine de gens, tous plus âgés que moi, responsables du CIO, et dont un me dit à un moment donné, est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Geoffroy, que vous allez nuire à l'image de l'olympisme? Qui suis-je pour nuire à l'image de l'olympisme? C'est incroyable. Je dis, non, vous trompez de personne, c'est pas moi. Et donc, je vous dis pas que je me suis senti bien, parce que je me tenais à la chaise. J'ai failli tomber de la chaise, parce que là, pour le coup, on parlait du percute tout à l'heure, c'est un coup dans le pif très très fort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si je devrais le dire. J'ai fait un faux. Ok. Je savais que j'avais entre-temps, comme j'avais senti venir les problèmes, j'avais appelé des responsables de compagnies d'hélico et l'AESA, qui est la structure d'organisation en France, c'est la DGAC, c'est l'organisme national qui s'occupe de tous les engins volants, y compris les avions de ligne. Et il m'avait dit, je vous l'enverrai, mais on a des problèmes de fax, etc. Donc, comme je savais que j'allais avoir le vrai, j'ai fait un faux. Mais là, tu n'avais pas le choix, là. Non. Je l'ai posé, mais ça m'a fait penser à comment il s'appelle, Jacob, qui coupe ces petits morceaux de bois et qui met devant toutes les brebis qu'il a, parce qu'on a dit que toutes les brebis qui ne seraient pas blanches seraient à lui. Et donc il a un peu influencé le truc et c'est pas très clean, mais il a rien fait de mal. Donc moi ça m'a absolument pas perturbé de faire un faux. Le lendemain, j'avais le vrai, je savais où il était, j'ai été reprendre le faux et j'ai mis le vrai, qui était signé par la DGAC, l'AESA, etc. Donc voilà, ça c'est effectivement des situations, mais il y a d'autres moments aussi où, par exemple, tu parlais de Sochi, ces JO d'hiver en Russie. On s'installe une semaine avant à peu près, donc on a le temps de tout vérifier, tout fonctionnait parfaitement, le système marchait parfaitement bien. On gérait sur le stade de Sochi, pour la cérémonie d'ouverture, toutes les caméras sans fil.
Donc la montée de la flamme, l'allumage du truc, enfin bon, genre des images pas importantes pour une cérémonie d'ouverture. Et je suis dans la salle où on a tous les équipements et à un moment donné, j'entends dans les ordres le gars qui réalise le système et qui va démarrer la cérémonie d'ouverture qui dit 5 minutes antenne. Et le 5 minutes antenne, enfin en anglais bien sûr, ça me fout un peu la trouille, ça me met la pression. Donc je sors du local, hein, c'est des Algeco, etc. Je sors du truc pour prendre un peu l'air en me disant bon, respire, tout va bien. Et 1 minute après, la porte s'ouvre et on me dit tous les voyants sont au rouge, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien qui marche. Et à ce moment-là, moi j'entends l'hélicoptère de notre ami à tous, Vladimir Poutine, qui arrive, parce que c'est lui qui, je déclare ouverte la 38e cérémonie, etc. Et là, je me dis, et là, je fais le décompte rapidement, je dis, on est à 2 minutes et demie. Je vais finir au goulag. Je vais finir au goulag. Donc, et c'est là où je retourne en courant dans le lieu, je demande tout de suite, montre-moi le signal de référence, pourquoi je pense à ça, en vidéo, pas comme celle d'aujourd'hui, mais la vidéo de cette époque-là avait besoin que tous les équipements soient référencés pour être synchrones et pour que les images fonctionnent normalement. Il y en a un problème de référence, montre-moi. Et il me donne le câble, je le branche dans un truc et je vois effectivement qu'il y a un problème dans un appareil de mesure. Et j'avais vu, en me baladant, qu'il y avait un vieux car anglais qui était là. Et comme on était en numérique et que c'était un problème analogique, je me dis on ne va pas trouver ce qu'il faut. Donc je cours au car et je dis en anglais approximatif au gars, est-ce que tu n'as pas un humbucker? C'est une boîte qui permet de supprimer ce qu'on appelle des ronflettes. Excusez-moi toute cette terminologie un peu complexe. Il me donne le truc, je repars en courant, je branche, et 5-6 secondes après, tous les voyants sont de nouveau au vert, il y a toutes les images, et comment dirais-je, le gars dit 30 secondes, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est des tensions. Et là, je me prends à croire que je suis bon, parce que j'ai trouvé. Et il y a une petite voix qui me dit, mais est-ce que je ne t'ai pas inspiré? Et oui, il m'a inspiré. C'est évident. Je n'ai pas fait l'installation. Il y a des milliers de câbles. J'étais là, mais j'ai pas. Et je touche le bon et je règle le bon. En si peu de temps, en plus. En si peu de temps. Donc voilà, oui, j'ai un autre exemple, une autre histoire. Vous la couperez si c'est une de trop. C'était la première fureur. C'est les émissions que Arthur faisait il y a une vingtaine d'années au Parc des Princes. Ok. Donc on s'installe au Parc des Princes et comment dirais-je, toute la régie, le stade est utilisé dans sa longueur. Toute la régie est d'un côté du stade et le plateau, là où vont se trouver toutes les stars, les chanteurs, Arthur et toute la bande, les danseurs, les danseuses, sont de l'autre côté. Il y a 100 mètres à peu près, un peu plus, c'est un terrain de foot en largeur, plus les abords, plus voilà. Le chef opérateur qui occupe la lumière avait une requête particulière, il dit « Je veux recevoir les images de l'autre côté du stade ». Et moi, j'étais que du côté du plateau. Donc, je tire un câble à travers la pelouse et en disant, je vais revenir protéger ce câble, mais c'est quand même 120, 130 mètres. Donc, je n'ai que des câbles de 100 mètres et à un moment donné, je fais un raccord pour le prolonger et on part manger. Quand je reviens, le stade est couvert de panneaux blancs. Donc là où il y avait mes câbles, c'est des panneaux en plastique d'1 mètre sur 1 mètre pour que le public qui est sur la pelouse n'abîme pas la pelouse. Donc mon câble se retrouve en dessous de ce grand bordel. L'émission démarre, il y a 10 000 personnes sur la pelouse, sur ce truc blanc là. Il fait noir, l'émission démarre et dans le talkie, j'entends Jean-Philippe, le gars de la lumière, qui me dit « J'ai plus d'image ». Et là, je me dis « Bon, ok ». Je me remets au bout du stade, là où je suis, je sais à peu près où est le raccord, 100 mètres, et je compte mes pas, en poussant les gens, dans des états
certains parce que la bière avait coulé à flot avant, etc. Donc c'est un peu compliqué. Et j'arrive à un endroit où je me dis, ça doit être ici. Je pousse les gens sur 1 mètre pour que je puisse dévisser la plaque, ces 4 vis à chaque coin. Je lève la plaque, le raccord est là. Défait, bien sûr. Oh là là. Je le rebranche. Je fais un nœud, bien sûr. Je remets le truc, je dis aux gars, vous pouvez vous remettre dessus. Dans un brouhaha assourdissant, c'est un concert, hein, c'est une musique de fou. Et là, je me dis, Wow. heureusement que t'es pas tout seul, gars. Et c'est marrant, c'est vraiment cette alchimie, toi, entre anticiper les problèmes, voir le pire, tout donner, et en même temps, s'attendre à la bonne étoile, quoi. Vraiment S'attendre à la bonne étoile. qu'il se passe quelque chose. Alors, dans ton parcours, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, c'est que vous avez donc créé cet empire, en gros, avec des énormes projets, mais tu as réussi à garder cet esprit, je dirais pas de bidouille parce qu'il serait négatif, mais de pas vouloir complexifier ou de dire parce que c'est comme ça. Je sais qu'avec Chantal, souvent, moi, ça m'a beaucoup déculpabilisé parce que souvent, quand tu recrutes des gens d'autres boîtes où tu parles, tu dis, ah, normalement, dans le métier, ça doit se faire comme ça. Cette phrase de normalement, c'est comme ça. Et moi, une histoire qui m'a beaucoup marqué, tu pourras la raconter, c'est Love Story. En gros, je crois que c'était un budget compliqué, et toi, tu avais bidouillé les lumières, tu avais trouvé une solution pour le faire. Et cette histoire m'a beaucoup inspiré de me dire, même à votre niveau, en gros, garder cet esprit de débrouille, c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'effectivement, l'esprit de débrouille, quand on le fait sérieusement, avec fidélité, toujours, ça devient du bon sens. Voilà, c'est ça. C'est autre chose, le bon sens, que la débrouille. Oui, c'est vrai. Après, c'est une question de mots, on ne fait pas de l'étymologie, mais bon, bref. Je pense que oui, rien n'interdit d'avoir du bon sens, et c'est même essentiel. Et les règles ne sont pas toujours les meilleures. C'est pas parce qu'on fait comme ça depuis toujours que il peut y avoir une meilleure idée. Pourquoi pas ? Et moi, j'ai la conviction, et par rapport à ce que je racontais, ce que j'expliquais avant, je ne vais pas faire le malin. Il n'y a aucune prétention. Je pense que cette bonne étoile, cette inspiration, elle est vraiment utile. Et moi, je reconnais avoir eu, et je vais encore le dire, des coups de génie, et qui ne sont pas de moi, en fait. J'ai juste été à la disposition, j'ai juste été à l'écoute, suffisamment humble pour me dire, attends, réfléchis, regarde, qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi. Et effectivement, on arrive à faire des choses qui coûtent beaucoup moins cher, dans des contraintes économiques, ou des choses que personne n'a fait parce que ce n'était pas possible, et qu'on se dit, mais attends, si... Alors, oui, moi je pense... C'est une forme de rémunération de cette fidélité à quelque chose, fidélité à des valeurs. Ces valeurs sont représentées par Dieu. Il ne faut pas que j'aie peur de le dire. Mais il honore cette fidélité-là. Moi, en tout cas, je l'ai vécu plein de fois. J'ai été honoré de plein d'idées géniales, au point de devenir un technicien référent en Europe. Je courais à pieds nus en Afrique, mon papa est missionnaire, j'ai l'air de quoi ? Enfin, j'ai pas fait de grande école, sauf l'école d'ingénieur pour... voilà, mais franchement, honnêtement, ceux qui me connaissent, je suis plus normal que moi, c'est difficile, et je suis pas un génie, du tout. Sauf que, quand tu restes à l'écoute, et que tu oses te remettre en question, que tu te remets d'ailleurs régulièrement en question, voilà, on fait des coups de génie, et c'est pas... Après, il faut rester humble après ces coups de génie. C'est vrai qu'à la fin de la cérémonie d'ouverture à Sochi, quand le patron d'OBS, OBS c'est Olympic Broadcast Services, c'est l'entité qui fabrique tous les moyens techniques, bâtiments et tout des Jeux Olympiques partout, ils sont opérationnels à Paris là, qui me prend dans ses bras et me dit « Jamais j'oserais faire un truc avec quelqu'un d'autre que toi, comme ça. » Ouais, c'est difficile de garder les pieds par terre, quoi. Tu sais, je ne peux pas tout te dire, mais je ne suis pas tout seul dans cette histoire. J'ai un créateur qui m'aime et qui prend soin de moi. Et il ne prend pas soin de moi parce que je suis bon, ou parce que je fais des trucs bien, ou parce que je suis
Non. Simplement parce qu'il a décidé de m'aimer. Waouh. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de Love Story, de l'idée que vous aviez, je crois que tu n'étais pas allé à Leroy Merlin ou un truc comme ça, acheter des lumières de jardin. Il n'y avait pas une histoire comme ça, parce que le budget lumière, il était trop bas. Oui, tout à fait. Non, mais ça, après, c'est des détails. Oui, mais j'ai trouvé des fluos et des choses comme ça. Et forcément, les spécialistes de la lumière ont dit, mais vous êtes fous, ça marche pas, c'est pas bon, c'est pas... Alors, c'était genre 25 ou 30 fois moins cher que les produits du marché. Et puis, à l'image, finalement, on se dit, bah, c'est pas mal. Ouais. On voit pas que c'est pas des équipements... Alors, je ne me suis pas fait que des amis en faisant des choses comme ça, forcément, parce que j'ai cassé quelques chasses gardées de certains loueurs ou professionnels, mais pas tant que ça, parce que l'économie n'a jamais cessé de baisser et la recherche des coûts les moins chers pour faire quelque chose est une course qui se court encore aujourd'hui. Donc les bonnes idées sont toujours les bienvenues, même si elles sont marginales. On va dire Leroy Merlin, oui, j'ai passé beaucoup de temps à Leroy Merlin ou à Monsieur Bricolage pour faire des émissions qui faisaient jusqu'à 10 millions d'audiences sur TF1, sur M6, pardon, parce que le premier Loft, c'était sur M6. Mais pour moi, c'est un sujet important. Tu dis c'est qu'un détail. Pour moi, c'est important parce que moi, je suis autodidacte, donc j'ai fait 2 ans d'études en communication, mais c'était très large, histoire d'avoir les bases. Mais l'agence, j'ai tout appris au fur et à mesure. Moi, tout de suite après mes études, je suis devenu entrepreneur, quoi. Et c'est quelque chose qui a été pas évident de tout le temps dire normalement on fait comme ça, normalement on fait comme ça. Et du coup, tu te sens un peu de la merde parce que tu découvres ce monde et en fait, tu te dis bah les autres ils font comme ça, puis tu te dis ouais mais c'est pas une bonne idée, mais peut-être que ça demande de la confiance en soi. Quand tu dis il faut faire preuve de bon sens, c'est que parfois c'est beaucoup plus facile de suivre le rang comme tout le monde que de faire preuve de bon sens. Oui. Et tu vois, j'aimais bien Chantal, elle me partageait ça sur cet esprit de garder ce bon sens et un peu une âme de pionnier. Elle partageait que vous aviez été toujours très attentif à pas faire venir des cabinets de consulting extérieur ou quoi, parce que vous disiez, en fait, ça, c'est souvent des boîtes avec des directeurs, des chefs qui ont peur d'assumer leurs décisions. Et pour se rassurer, ils font venir un cabinet extérieur qui va faire une analyse, faire une proposition. Et si ça merde, ils vont dire, ah bah, c'est pas moi, c'est là. Et alors que vous essayez de développer ce bon sens auprès des équipes et de ne pas avoir peur de faire différemment. Et souvent, bah, c'était plutôt payant. Oui, tout à fait. Mais quand on fait un métier, qu'on le fait à fond, personne d'autre ne connaît mieux que toi ton métier, ton environnement, tes clients, leurs besoins, tes capacités, ton niveau, tes employés. Enfin bon, tu es la personne la mieux placée pour avoir les meilleures idées, si possible. Donc, c'est vrai que ce côté c'est pas moi, c'est l'autre, c'est un petit peu... Mais ça conduit pas très loin. Ça ne conduit pas très loin. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de ces idées, pas avoir peur du bon sens, pas avoir peur de... Et puis, pas avoir peur de rater. C'est surtout ça aussi le truc. Alors, il faut prendre ses précautions. Ouais. Surtout toi dans ton domaine, tu te rates. C'est ça. Ben oui, mais je l'avais fait avant. Oui. J'ai fait des trucs avant à blanc, entre parenthèses, dans mon coin, la nuit. Voilà, oui, il faut tester. On ne peut pas s'avancer encore, comme je disais tout à l'heure, aller au combat avec des balles en caoutchouc, ça ne marche pas. Enfin, ça marche moins bien. Donc, je pense que simplement, oui, avoir du courage. Ah oui, ça c'est un mot qu'on n'a pas encore trop utilisé. On a parlé de fidélité, de vérité, mais le courage est vraiment un truc essentiel. C'est facile de dire, parfois on n'en a pas. Il y a plein de moments où j'en ai pas. Je ne dis pas avoir tout le temps eu du courage, mais peut-être qu'on peut se forcer à essayer d'en avoir. Et c'est là où il prend plus de valeur, parce que les mecs qui n'ont pas peur, c'est le mec qui n'a pas peur de sauter d'un building, d'accord, il a à la limite pas de mérite parce qu'il n'a pas peur. Celui qui a peur et qui va le faire, il va vérifier son parachute 42 fois, d'accord, mais donc je pense que le courage est essentiel. Tu aurais une anecdote comme ça pour nous? Parce que tu vois, tous ces mots-là, ils sont durs à appréhender. Comment, une anecdote ou une situation où tu t'es dit là, j'ai fait preuve de courage?
enfin, un des cœurs de notre métier est essentiellement basé sur les unités mobiles. Donc les véhicules dans lesquels il y a un studio complet qu'on balade au pied d'un stade, au pied d'un événement, au pied d'une salle de concert, etc. Et où on va déployer 10, 15, 20 caméras et on va filmer l'événement comme si on était sur un plateau. Donc effectivement, ces engins-là sont extrêmement sophistiqués. Eh bien, les premiers, et même les suivants d'ailleurs, ou unités de production qu'on a fabriquées, on n'a pas du tout suivi les chemins que tout le monde suivait. Parce qu'il y avait des fabricants de cars qui étaient très bons, qui le sont toujours d'ailleurs, et qui fonctionnent très très bien, mais qui étaient totalement en dehors de nos capacités de financement, donc on n'aurait pas pu se payer ces outils-là. Et moi j'ai creusé en me disant, donc je suis allé voir des fabricants de camions pour le déménagement, les frigorifiques, des trucs comme ça. Et puis j'ai réussi à trouver à faire des premiers budgets où je me dis, oula, genre ça coûte 15 fois moins cher ou 10 fois moins cher. Donc voilà, on s'est dit, on va dessiner, je ne suis pas dessinateur, on va dessiner, on va faire nos outils, tant pis, s'il ne marche pas bien, on corrigera, on changera, etc. Donc on a réussi à fabriquer des outils de production dont tout le monde se moquait, parce que c'est vrai qu'ils avaient un look peut-être un tout petit peu moins finalisé, parce qu'on n'avait pas tous les savoir-faire. Les suivants étaient vachement mieux, hein, donc il a fallu qu'on en fasse des moins bien. Sauf que quand on vendait la prestation 30, 40, 50% moins cher, le client il me disait je vais quand même essayer. Et que ça marchait aussi bien, c'était peut-être un petit peu l'enveloppe, les formes ou des choses comme ça qui n'étaient pas réussies. On a effectivement, en osant cette espèce de courage qui parfois peut-être frisait l'inconscience, mais bon, ce courage-là a permis qu'on se déploie et on prenne des places sur le marché et qu'on devienne, presque incontournable. Et donc, c'est un chemin incroyable. On disait tout à l'heure qu'on a créé cette société avec 3 000 €, 20 000 francs français. Quand on s'en sépare, quand on la revend, elle a un chiffre d'affaires d'à peu près 500 millions, 600 millions d'euros. Wow. Donc, mais c'est simplement d'écouter, de respecter des valeurs. Bonne idée tu as une bonne illustration du courage, c'est oser faire différemment, on s'en fout du look, de ce que les gens vont dire à nous. Exactement. C'est-à-dire, on ira et on verra bien. Et ça fait partie de l'entrepreneur, quoi. Tout à fait. Et dans l'aventure, vous étiez 3. Oui. La personne que j'ai interviewée ce matin, il parlait que dans la direction d'entreprise, lui, il encourageait une forme de trinité entrepreneuriale. Quels étaient vos rôles, votre complémentarité? Est-ce que vous êtes extrêmement complémentaires et vous avez fait une longue carrière ensemble? Ah, ouais. Souvent, on dit que les associations, c'est très dur de tenir dans le temps. Quelles étaient ces complémentarités? Je pense que déjà, un des premiers points, c'est que cette bonne étoile nous a choisis, entre parenthèses, et on a été individuellement choisis déjà. Et probablement construits, ou en tout cas, on a pu... notre rencontre, elle est presque hasardeuse. Mais dès qu'on se rencontre, on comprend que on a des convictions extrêmement semblables, des envies extrêmement semblables, des désirs extrêmement semblables, qu'on a envie de transporter des valeurs, les valeurs du respect, de l'amitié, de la fidélité, etc. Et les trois, on est... parce que je rencontre Jean-Pierre et Chantal, après qu'on se soit dit, tiens, moi j'essaie de construire un studio, il dit, la prochaine fois que je vais en Belgique, je viens avec Chantal, et puis on discute et on voit ce qu'on peut faire. Et cette rencontre se fait, effectivement, elle n'est pas planifiée. Par contre, on découvre très vite qu'il y a de l'amitié, mais il y a des valeurs communes.
Et ces valeurs communes, on ne sait pas encore à ce moment-là qu'elles sont vraiment inspirées et qu'elles sont profondément ancrées, plus profond qu'on imagine. Moi, personnellement, j'arrive là-bas comme responsable technique. Je suis le technicien de la bande. Parce que c'est ma nature. Depuis que je suis tout petit, je bricole, j'ai démonté des réveils que j'ai pas remontés. Comme tout le monde, quand le ressort pète, on n'arrive plus à le retendre. Mais bref. Donc oui, c'est ma nature. Je bricole. J'avais dessiné, je me souviens, j'étais en Afrique, en République centrafricaine, où il n'y avait pas d'électricité. J'avais dessiné un système d'ouverture de porte automatique avec un moteur. Il n'y avait pas d'électricité. Donc, mais je l'avais dessiné, je ne l'avais pas fait. Mais pourquoi ? Il ne faut pas chercher. Il y a des trucs que, bon, je me dis, OK, ça me branchait. Tu as croisé mon fils ? Il en est pas loin. Oui, j'ai senti. Hein. Donc, je suis le technicien de la bande. Jean-Pierre, lui, c'est un visionnaire. C'est un homme qui a un cœur incroyable, qui est vraiment préoccupé par les autres. J'ai donné l'impression de l'être. Il l'était bien plus que moi. OK. Et j'y travaille. Hein. Je veux vraiment être préoccupé par les autres. Et donc, voilà, Jean-Pierre et Chantal, qui est une personne avec une intelligence époustouflante, ébouriffante, un bon sens aussi, et pas de limite, pas de blocage. Et effectivement, elle, réfléchir en dehors de la boîte et en dehors de la page, c'est son truc principal, c'est vraiment sa force. On a toujours fait comme ça, ben non, on va pas faire comme ça, on va faire autrement. Et de ne pas avoir peur de déchirer ou de chiffonner la page, et d'en reprendre une autre et de dire non, ça va pas, ou c'est comme ça que ça marche depuis 30 ans, mais ils sont en déficit, on va se mettre on va gagner de l'argent. Donc, voilà, il y a le visionnaire, l'entrepreneur, parce qu'être entrepreneur, c'est être visionnaire, hein, quand même. La gestionnaire, mais c'est beaucoup plus que ça. Gestionnaire est un mot très restrictif. Et puis, c'était l'épouse de Jean-Pierre, donc c'était un couple extrêmement puissant. Et puis, le technicien de la bande, c'est moi. Donc, longtemps, j'ai cru que c'est ce qui m'avait été demandé, c'est d'être le technicien de la bande. Et très vite, 2-3 ans, j'ai commencé à sentir la force de la vision de Jean-Pierre, la force de sa capacité à voir. On va là-bas, vous allez voir, on va réussir. On deviendra la plus grosse boîte d'Europe. À ce moment-là, on lui dit, mais attends, de déconner, si on a une bonne boîte en France déjà qui à peu près paye ses factures et paye ses employés, ça sera pas mal. Ben non, on est devenu la plus grosse boîte d'Europe. Donc, OK, il avait juste raison, mais parce qu'il voyait, il avait ce côté vision avec un espèce d'optimisme incroyable, mais avec énormément... On voit bien que c'est une situation dangereuse, parce que tu peux voir des trucs, mais tu peux voir d'autres trucs aussi qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et comme tu es lancé sur tu es sur la lancée de la réussite, tu vas entamer des trucs qui ne réussiront pas. Et tu es capable de détruire autant que de construire. Et ça a fini par me toucher, et j'ai eu cette sensation de dire, tu vas pas seulement être le technicien de la bande, tu vas aussi être l'homme à côté de lui. Et ça peut paraître bizarre de dire, c'est pas une star, c'est pas un dieu, c'est pas... Non, c'est un mec qui a des talents, qui a un cœur incroyable, mais c'est dangereux pour lui. Donc s'il peut être accompagné par quelqu'un d'autre, c'est pas mal. Tu peux être celui-là. Parce que notre amitié était quand même très forte. Et je me suis rendu compte de ça à l'issue d'engueulades, en plus, ou sur des trucs où on n'était pas d'accord. Et je me suis dit, voilà, c'est là où c'est intéressant. C'est pas parce que... on n'est pas d'accord et qu'il est pas... Et je pense même qu'il a tort sur cette idée-là. Ça ne veut rien dire. Il en voit beaucoup plus que moi. Si on me met moi tout seul à sa place, j'y arriverai pas. Et jamais on deviendra la plus grosse boîte d'Europe. Donc un jour, j'ai pris cette décision de dire, bon, tu seras jamais numéro 1. Essaye déjà d'être un bon numéro 2, 3, 4, 5, 6. Ça serait pas mal. Et donc ça change toute l'histoire. Alors, qu'est-ce qui vient se rajouter là-dedans ? Si, pour que ça tienne ? C'est la confiance. On a établi une espèce de confiance entre nous,
mais aussi entre chacun et notre créateur, entre ensemble et notre créateur, et entre nous. Et on s'est aperçu que ça a emmené quelque chose de spécial qu'on a appelé la faveur. On était sous une espèce de faveur. Et on a vu que quand on sortait de ce cercle-là, la faveur, elle disparaissait. Quand tu dis sortir du cercle, ça veut dire quoi? Que la confiance en allait, que vous commencez à être méfiants les uns envers les autres et tout ça? Qu'on n'était plus alignés entre nous et plus alignés avec notre créateur. C'est que ça, c'est la phrase de chantage à chaque fois. Comment ça va avec Thomas? Comment ça va avec Émile? Est-ce que vous êtes alignés? Parce que mais c'est majeur. C'est majeur. Donc effectivement, j'ai vécu plein d'injustices et ça ne m'a posé aucun problème. Ça ne m'a même pas rendu malheureux. Pourquoi? Parce que ma confiance, elle n'était pas là. Elle n'était pas juste dans ce truc-là. Et donc, je me suis dit, mais vous savez qu'on est en train de porter un projet incroyable. Le projet a plus d'importance et la personne qui... Enfin, le créateur qui imagine ce projet global, il a beaucoup plus d'importance que ça et c'est lui qui veille. T'inquiète. Et je ne me suis jamais, et je n'ai pas peur de le dire, jamais inquiété d'injustice. Même s'il y en a eu. C'est normal. On est dans un système d'hommes où on décide des trucs. Après, c'est ce que je disais à mes employés. Parce que j'ai dit je ne serai jamais numéro 1. Je me suis retrouvé DG de la boîte. Donc, oui, j'ai voilà, bon, ok. Mais je vendais l'erreur, mais sincèrement, comme un accident, comme une erreur. Enfin, si je t'ai fait mal, c'était pas du tout l'intention. D'abord, pardon, pas oublier, pas avoir peur de dire... tous mes prédécesseurs et tout ça m'ont dit, mais t'es ridicule, on ne demande jamais pardon à un subalterne, un employé ou un collaborateur. Ben, je dis, moi, oui. Parce que j'ai vraiment déconné, donc il faut que je lui dise, il faut qu'il se sente en paix avec moi et on va essayer de réparer. Et donc oui, j'ai commis des erreurs, mais après, ben voilà, c'est pas grave. Et donc, effectivement... Cette histoire est incroyable parce que on a poussé des montagnes. Parce que ce que je dis d'eux, ils se le disaient de moi. On n'avait pas peur de se tourner le dos parce qu'on était occupé à faire autre chose et qu'on n'avait vraiment pas le temps de nous préoccuper de mon petit confort ou ma petite sécurité ou est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de me... Ouais. Quels seraient tes conseils pour des personnes qui seraient comme ça des visionnaires, le côté entrepreneur fou qui veut avancer, qui a dit on va là. Et toi, tu as l'autre casquette. Tu as été à ses côtés. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour justement garder cette confiance? Quelles sont les choses à pas faire? Tu vois, parfois, il y a des choses, pas des manières de parler, rapport à l'argent, rapport aux relations, qui peuvent être améliorées, mais parfois, on ne se rend pas compte. On a des angles morts. Moi, je suis beaucoup entouré d'entrepreneurs comme ça. D'une certaine manière, c'est un peu aussi mon profil. Et je suis souvent à me dire, OK, est-ce que là, mon comportement, il blesse l'autre ou pas? Et puis souvent, peut-être qu'il n'ose pas me le dire. Donc, en gros, toi, tu as cette capacité de nous faire un effet miroir. Alors, je ne sais pas si j'ai cette capacité de faire un effet miroir, mais je l'ai vécu. Enfin, provoquer ou supporter. Donc... mais par rapport à quelqu'un qui est un entrepreneur de folie, ou enfin un entrepreneur optimiste et faiseur, la première chose que je dirais, c'est de chercher à s'entourer. Mais s'entourer dans la confiance. D'accord. C'est ce qui s'est passé entre Jean-Pierre Chantal et moi. Mais dans tous les sens. Après, effectivement, j'ai dit des choses à Jean-Pierre qu'il n'avait pas envie d'entendre. Mais j'étais le seul à pouvoir lui dire, contextuellement. Mais il m'a dit aussi des choses que je n'avais pas envie d'entendre et qu'il était le seul. Et qu'il était le seul. Et il y avait une telle amitié, une telle sincérité entre nous que tu te dis, pourquoi il me dit ça? Enfin, il ne cherche pas à me faire du mal. Il y a une vraie raison. Donc la notion de confiance est quand même essentielle. Et puis de donner de la valeur à la confiance. Parce que c'est un truc qui a une véritable valeur, ça vaut plus que du pognon.
On va pas casser notre confiance, on va pas casser notre amitié pour du fric. Ça se passe partout autour de nous, hein, aujourd'hui, et partout dans la vie, et partout entre les pays, et bien sûr. Et ça, réussir à donner de la valeur à ça, à l'amitié, au respect, c'est toujours ces valeurs du royaume. Pour moi, il n'y en a pas 36 000 autres. Hein. Donc oui, s'entourer, écouter, pas se laisser faire. Vu la nature de Jean-Pierre, c'était compliqué de lui dire des trucs, donc je me faisais bouler d'office. Mais ça ne me dérangeait pas, je savais, et j'attendais. Et puis, 15 jours après, il me revenait me voir où il y avait un truc qui avait changé, qui correspondait à ce qu'on avait partagé, ou pas. Parce que je n'ai pas dit que des trucs justes et que des trucs bien. Donc, mais je pense qu'il est essentiel de le respect des autres. Et tant qu'on respecte les autres, je sais qu'à un moment donné, par exemple, quand on parle d'alignement, à un moment donné, on a des gens qui nous ont fait des coups, des amis, qui nous ont fait des coups tordus monstrueux. Et on s'est dit, les autres, on s'en fout, finalement. On va faire que pour nous. Ok. Et on a commencé à faire que pour nous. Et là, on a commencé à perdre des contrats. On avait le meilleur prix, la meilleure technologie. Et on le perdait face à des concurrents qui mentaient en plus sur nous pour gagner l'affaire. Mais voilà. Donc la faveur était en train un petit peu de disparaître. Avec tous les outils, on continue à être les meilleurs. On continue à être les moins chers. Et on perdait quand même certaines affaires. Parce qu'on s'est dit, les autres, rien à foutre. C'est nous. Donc ça, déjà, c'est un piège énorme et qui peut se justifier complètement quand tu as pris une trahison majeure. Et je crois que tu sais de quoi je parle, parce que tu en vis une. Ça pourrait te conduire à généraliser et à dire ça sert à rien tout ça. Si, ça sert. Et je pense que il ne faut jamais perdre de vue ces valeurs du respect, de la fidélité aux autres, etc. Wow. Moi, il y a une dimension dans ces... Je pense être très bon à m'entourer. En tout cas, j'essaye de l'être. Je pense réussir à créer cet enthousiasme. Je pense que la difficulté que j'ai, c'est... moi, j'ai beaucoup cherché l'égalité. Mais en ce moment, j'essaie de travailler sur ces questions d'équité. C'est-à-dire que l'égalité, c'est tout le monde au même niveau. Mais le truc, c'est que professionnellement, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Tu vois, avec Thomas, c'était toujours 50-50. Dans mes relations, j'essayais toujours de vouloir... Mais c'est comme si j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... Comme tu l'as dit au début, on n'a pas les mêmes talents, pas les mêmes compétences, les mêmes apports. Donc, comment tu as... Est-ce que toi, tu étais dans une logique, allez, je fais confiance au créateur, ces questions-là, on verra bien. Ou au contraire, il y avait vraiment dans vos échanges, j'imagine, plus ça grossit les opportunités, tout ça, les questions des finances, des responsabilités, du temps, ça devenait des défis. Donc, comment se dire, est-ce que toi, tu t'en remettais au sort, ou est-ce que c'était quand même, vous avez plein de discussions, de dire, ok, sur ce projet-là, toi, tu as mis tant de temps, de compétences, t'as compris la question, quoi. Oui, j'ai compris ta question. Et encore une fois, souviens-toi de mon histoire du bus. Oui, il n'y a qu'un seul chauffeur et lui, il est payé. Toi, tu montes dans le bus et tu payes. Donc, ok, c'est pas égal. Et peut-être, tu as peut-être le permis, quoi. Donc, c'est pas... Je pense qu'il y a des organisations qui font que les choses ne sont pas équitables. Enfin, pas équitables, ne sont pas égales. Ouais. Mais elles peuvent être équitables dans l'inégalité. Et parce que il y a plusieurs choses à tenir compte. Et on l'a vu, on a aussi commis des erreurs dans cette direction-là. C'est que tout le monde n'est pas capable d'assumer dans sa vie une certaine rémunération ou une espèce d'égalité pour laquelle il n'aurait par exemple pas travaillé ou il ne se serait pas battu comme un taré pour qu'on ait le truc et que voilà. Donc effectivement, quand passer des heures à développer des projets, à faire des trucs, et parfois tu passes des nuits, des machins, et à la fin, tu as le caméraman qui arrive et dit « Mais pourquoi j'ai moins que toi ?» Juste parce que il y a 10 jours ou un mois ou un an,
que je travaille sur le projet et OK, il fonctionne. On a besoin de... Donc, et c'est pas de l'inégalité, c'est de la justice, de la justesse. Enfin non, c'est pas le mot justesse, mais c'est... Mais tu vois, l'équité, quand on parle en temps-heure, limite, comme tu dis dans ton exemple, ça fait 6 mois que je travaille dessus, toi tu bosses 2 heures dessus, c'est normal. Mais quand on parle de compétences, tu as imaginé, je sais pas, c'est toi qui imagines le bus, l'idée elle te vient comme ça. Oui. Il n'y a pas un moment où tu dis, bon, bah, copyright, quoi, c'est mon idée, donc moi, à la fin, je veux X, ou est-ce que tu t'es toujours dit, bon, allez. Non, ouais, je me suis toujours dit, bon, oui, allez. Parce que j'ai confiance dans mon créateur. D'accord. Il va pas m'embrouiller. Et parce avec le recul, ah oui, c'est avec gagnant. le recul, c'est gagnant. D'accord. Ou en tout cas, je ne me sens perdant de rien. D'accord. Je ne me sens perdant de rien. J'ai eu la chance d'avoir des partenaires hyper intègres. Hein, donc, c'est sûr, ils ont jamais cherché à m'enfumer. Donc, pardon pour le terme. Mais donc, oui, je n'ai pas de... Je me Pas de suis ressenti, senti, quoi. pas de ressenti, pas de ressentiment. Alors, parfois, oui. Mais tu t'aperçois avec le temps que c'est même pas fondé ou que c'est pas juste. D'accord. Donc, parce que tu ne sais pas les fardeaux... Parce qu'il y a aussi, et ça tu le sais toi, qu'il y a des fardeaux qu'on porte quand on est chef d'entreprise ou qu'on gère un truc, ou qu'il y a des fardeaux qu'on porte que personne ne porte à ta place. Tu es tout seul à flipper la nuit, attendant le coup de fil du banquier le lendemain qui dit « Bon, on fait comment là aujourd'hui vous comblez comment ?» Et que tu sais que tu n'as pas de réponse. Tu es le seul à porter ça. Donc ça a une valeur, ça a un prix. Mais tu sais que tu as cité un verset de Proverbe tout à l'heure, mais non pas de Proverbe, de Luc. Il y a aussi un autre verset qui dit que toutes nos larmes sont comptées et réservées, et que on ne sera perdant de rien. En tout cas, moi j'ai cette conviction-là. Alors peut-être que je suis fabriqué comme ça et que je n'en suis absolument pas responsable. Peut-être que parfois, et pas peut-être, mon épouse me dit « Mais tu te fais marcher sur la tête, là ?» Je dis « Non, t'inquiète. » C'est là où j'ai peut-être pu à certains moments, parce qu'on n'est pas construits tous de la même manière, et c'est pas grave, et c'est pas... En tout cas, moi, ça m'a été très utile d'être en paix, et de savoir en qui je mettais ma confiance. Pas dans les hommes, en tout cas. Donc ça, voilà. Ouais, toi, tu es sur le temps long. Et là, aujourd'hui, Absolument. dans cette nouvelle saison de ta vie, donc vous avez vendu le groupe. Et là, tu as commencé une nouvelle vie avec donc The Watcher et un nouveau projet qui est une ONG, l'ONG Un Verre d'eau. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça au lieu d'aller profiter d'une retraite aux Bahamas tranquillement après avoir travaillé comme un chien? On aurait pu. Voilà, qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui t'habite aujourd'hui? Non, c'est la continuité. D'accord. En fait, cette entreprise, Euromédia, qui existe toujours aujourd'hui, qui est toujours une des plus grosses, c'est une des 3 entreprises mondiales aujourd'hui. Wow. C'était pas une destination, c'était juste un chemin. Donc ça nous a permis d'apprendre plein de choses, mais où ça nous a permis de rester sur cet engagement qui nous a permis, cet engagement qui a décidé du démarrage. Il est toujours là 40 ans ou 45 ans plus tard, en disant tu veux servir, tu veux être utile, parce que moi je voulais vraiment être utile il y a en 1980 et même avant. Donc voilà, c'est juste une continuité en fait. D'accord. Il n'y a pas de motivation spéciale. Après, il y a une chance. Effectivement, le fait que on ait travaillé comme des fous et que ça ait fabriqué des moyens, ces moyens nous permettent de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire si tu n'avais pas fait tout ce que tu as fait avant, ou si tu n'as rien dans la poche, tu peux rien donner. Ah si, tu peux donner plein de choses. Je ne veux surtout pas faire ce raccourci de dire que tu as des moyens, tu peux aider, tu n'as pas de moyens. Non, tu peux aider en aimant, en accompagnant, en tenant la main. Il y a plein de choses à faire sans argent, et il faut le faire, quoi qu'il en soit. Mais c'est dans la continuité, c'est ensemble. Donc, avec les savoir-faire qu'on a développés, savoir-faire en tout genre,
savoir-faire de qualité d'image, de business, d'administratif, de financier, de stratégique, de communication. Alors, on n'est pas aussi bon que vous, c'est sûr, mais Puis le réseau aussi. On a quelques idées. Le réseau, c'est sûr que je discute avec des copains qui me disent « bah oui, viens, je te mets ça dans le journal ouais. ». Forcément, je l'ai fait à d'autres moments, il m'a demandé des services. Bon, ok, mais ça, je pense que c'est presque marginal par rapport à l'histoire. Donc un verre d'eau, c'est un fonds de dotation. Un fonds de dotation, c'est une structure légale française qui peut faire des collectes et les distribuer à d'autres associations, mais ça doit être toujours dans un cadre humanitaire. D'accord. Donc caritatif ou voilà. Donc un verre d'eau utilise tous les savoir-faire et le réseau qu'on a construit pendant ces années pour mettre en place des campagnes de collecte pour des causes. Alors on essaie de trouver des causes parce qu'on est petit, on essaie de trouver des causes que personne ne voit. D'accord. Parce qu'elles ne sont pas assez importantes ou elles sont passées. Il y a le tourbillon des médias autour de... le port de Beyrouth explose. Donc il y a des milliards qui arrivent pour... voilà. Il faut aller aujourd'hui à Beyrouth. Ils choisissent encore entre se chauffer et manger. Dans les familles normales de gens qui travaillent, de médecins, d'infirmières, d'instituteurs, de trucs comme ça. Tu choisis entre... oui. Alors... On a fait une campagne pour le Liban, par exemple, parce que ça n'intéresse plus personne. On dit, on vous a vu, on va essayer de vous aider. Alors, tout gentiment, c'est des petits budgets, des choses comme ça. Mais on tend la main à des familles et des choses comme ça qui effectivement... là, tout récemment, on a envoyé un petit peu d'argent pour acheter du gasoil, pour chauffer précisément les gens qui habitent sur les hauteurs de Beyrouth. Il fait froid, il y a de la neige. Enfin, plus maintenant, parce que on arrive à l'été. Enfin, s'il veut bien arriver. Donc... Voilà, l'idée, c'est de mettre en place tout notre savoir-faire, entre guillemets, au service de causes, de gens qui sont vraiment dans le besoin, quels qu'ils soient. On s'en fout. On a aussi une partie, comment dirais-je, qui veut traiter des problèmes des minorités et des choses comme ça. On n'a pas de regard sur quel type de minorité et pourquoi. S'il y a des gens à aider, il faut les aider. Si on peut tendre la main, il faut tendre la main. Un des deuxièmes points extrêmement importants de ce projet, c'est que 100% de ce qu'on collecte est redistribué. C'est-à-dire qu'on ne fait comme la plupart des associations le font, ils prélèvent sur la collecte, entre guillemets, pour faire fonctionner le système. Il y a vraiment zéro problème à ça, parce qu'il faut de l'argent pour faire des choses. Mais nous, on a décidé de prendre une piste différente. Quand on fait une collecte, et ça nous est venu parce qu'il y a des gens qui donnent peu, et une grand-mère qui donne 10 € pour du lait pour un enfant tchadien, je me sentirais très mal à l'aise de lui dire il n'y aura que 6 ou 7 qui vont partir parce que j'ai besoin de 3 pour faire fonctionner la maison. Elle a donné quelque chose probablement de son essentiel, et pas de son superflu. Donc cette personne-là, ça me fait plaisir de lui dire tout ce que tu as donné va arriver à celui qui a besoin. Que ce soit du lait, que ce soit de l'écolage, que ce soit du gasoil pour un chauffage ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est très enthousiasmant. Wow. Très enthousiasmant parce qu'on voit des gens... on fait changer des petits bouts de vie. Là, on fait une campagne... pour de la scolarisation d'enfants au Népal. Et l'association qu'on aide, parce que nous, on n'aide pas concrètement, on collecte et on donne à l'association qu'on a audité, qu'on a vérifié que ça allait dans les poches de personnes, que ça allait vraiment aux bons endroits. Eux, leur mot d'ordre, il me plaît énormément. Scolariser 30 enfants ne changera pas le monde, mais changera leur monde à eux. C'est sûr que eux, leur vie va être différente parce qu'ils savent lire, ils savent écrire et ils pourront attaquer autre chose dans leur vie. Donc voilà, c'est hyper enthousiasmant et c'est... Pourquoi un verre d'eau ? C'est issu d'une des paroles de Jésus qui à un moment donné dit je vous le dis en vérité, celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple ne perdra pas sa récompense.
Et en fait, l'idée, c'est qu'on incite les gens à donner et on a envie de les rassurer sur le fait qu'ils ne perdront pas leur récompense d'avoir aidé. Merci Luc pour cet échange. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a plein de vertus. Il y a une liberté, il y a de l'ambition. Mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.